Mesdames, Messieurs, vous êtes sur la télévision nationale. Bonsoir et merci de la fidélité. Au sommaire de cette édition, les 17 jeunes marcheurs qui ont parcouru le trajet Conakry-Bamako, reçus par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Le collectif a partagé avec le chef de l'État sa vision de l'unité africaine. Les temps forts de la rencontre dans ce journal. Ouverture ce matin à Conakry du cadre de concertation sur l'employabilité des jeunes. L'implication du secteur privé dans la valorisation des diplômes guinéens sont entre autres profits recherchés. La protection de l'environnement est au cœur des priorités. L'association Mines sans pauvreté envisage cette année le reboisement de plus de 428 hectares dans les régions de Boké et Zérékoré, un projet que l'ONG compte exécuter avec l'appui des élus locaux. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Audience au palais Mohamed V de Conakry. Le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, a reçu le collectif des marcheurs qui ont parcouru le trajet Conakry-Bamako. Les 17 membres ont mis l'occasion à profit pour transmettre au président de la transition un mémorandum contenant un ensemble d'informations sur leur vision d'une Afrique unie. Le compte-rendu avec Fatoumata Samora. Animés d'un objectif précis, celui de voir une Afrique libre, forte et unie, ces jeunes panafricanistes, au nombre de 17, ont parcouru 1226 km à pied le trajet Conakry-Bamako. Après 1 mois 5 jours de parcours, les marcheurs sont arrivés à Bamako le 18 juin dernier, où ils sont accueillis en euros par le peuple malien et ses autorités. C'est ainsi qu'ils ont été reçus dans la salle des banquets du palais Koulouba par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, qui a félicité leur engagement. De retour à Conakry, les initiateurs de la marche Conakry-Bamako sont au palais Mohamed V et reçus par le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya. Depuis toujours, la Guinée et le Mali entretiennent des relations qui font figure de référence sur le continent. Le soutien inconditionnel aux autorités et au peuple malien pendant la crise que traversait ce pays frère en est la parfaite illustration. Monsieur le Président, aujourd'hui, vous avez réveillé en ces jeunes un espoir. C'est pourquoi, quand la CEDEAO a sanctionné le Mali en fermant toutes les frontières, je suis témoin de ce que vous avez dit. Vous avez dit, ce n'est même pas moi. C'est l'histoire et la géographie qui interdisent à la Guinée de fermer ses portes à leurs frères et sœurs maliens. Les jeunes ont entendu ce message. Aujourd'hui, les sanctions sont levées. Il y a des traces négatives sur le peuple malien. Mais s'il y a une trace positive des sanctions, c'est votre décision, Monsieur le Président, de dire que la Guinée ne participera pas à la punition d'un autre pays frère africain. Des jeunes Guinéens courageux ont marché à pied. Nous les avons rencontrés quand nous étions en immersion. Ils sont allés au Mali pour remettre le drapeau guinéen à votre frère, le colonel Assimi Goïta. Et cela a réveillé au sein de certains Maliens des Ivoiriens et des Sénégalais qui se sont joints à cela pour revenir vous dire merci. À travers cette initiative, les marcheurs panafricanistes expriment leur volonté en faveur d'une fédération des États africains. C'est animé de cette ambition que le collectif a pris départ le 15 mai dernier devant l'ambassade du Mali en Guinée pour allier Bamako à pied. Nous avons marché Conakry-Bamako pas pour autre chose. C'était pour nous de soutenir le peuple africain du Mali, parce que nous avons vu en cet état ce qu'était la Guinée en 1958, c'est-à-dire un état qui régisse face au diktat de l'extérieur. Donc c'était pour nous
d'aller les féliciter et les soutenir dans ce sens. Et qu'on le veuille ou pas, on nous a quand même pris pour des Africains de Guinée. Donc pour nous, c'était une façon de réaffirmer et de consolider la solidarité que l'État a exprimée vis-à-vis de l'État malien en refusant de fermer ses frontières. En cela, Monsieur le Président, nous vous remercions pour ce tact. Le collectif des marcheurs Conakry-Bamako n'est pas composé que de Guinéens. Des enfants des pays frères comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali s'engagent auprès de la Guinée pour défendre cette noble cause. Ma présence ici répond à 3 raisons fondamentales. Premièrement, c'est rentrer dans la dynamique de solidarité et de soutien au peuple frère du Mali. Cette initiative que nos camarades ici présents de la Guinée ont portée et que nous avons bien voulu accompagner. Deuxièmement, comme je le rappelle depuis que je suis là, en tant qu'Ivoirien, ma présence répond aussi à un devoir de l'histoire. Nous, Ivoiriens, nous sommes orphelins de leaders historiques. Et c'est pourquoi cette nouvelle génération a décidé de s'engager résolument dans la voie du panafricanisme afin de rectifier l'histoire. Troisièmement, Monsieur le Président, c'est de venir vous exprimer tout l'espoir que vous représentez pour nous. Monsieur le Président, depuis votre avènement, les signaux que vous envoyez nous rassurent. L'Afrique a besoin de victoire. Et nous pensons que des hommes, des chefs d'État, comme vous, sont capables de donner cette victoire à l'Afrique. C'est pourquoi nous portons notre espoir en vous. Effectivement, nous avions marché pour soutenir le peuple africain du Mali. Parce que tout simplement, nous avons considéré que si le Mali tombait, c'est toute l'Afrique qui tombait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique panafricaine qui vise à faire basculer le destin de l'Afrique vers un État fédéral. Unis, nous sommes forts, désunis, nous sommes faibles. Monsieur le Président, toute la jeunesse africaine, toute la jeunesse consciente de l'Afrique vous suit vos actes et aujourd'hui porte un immense espoir vis-à-vis de vous. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes comme vous sont en capacité de porter le destin du continent. Angon nana ci de lase no yanga nyamago ye ka fo Mali ni la Guinée abe jamana kedende wala ka ambulo di nyoma am se ka ke kelen ci ko mina parce que ambe mbaw yo de fo ko kono kulu jelen ko de bin fo wala mogo sitina anga jamana njoan an yere de ban chesiri no ya an genouye kan tege di nyoma am se ka jamana njo jamana bi se ka tanya fe ci ko mina o de anga miriya kunye al frontière Mali la Guinée. Au cours de leur audience avec le chef d'État guinéen, les marcheurs ont mis l'occasion à profit pour lui transmettre un mémorandum, un creuset d'informations sur leur vision d'une Afrique qui s'assume et qui se retrouve. En accordant cette audience à la délégation des marcheurs Conakry-Bamako, les autorités de la transition guinéenne cristallisent la démarche de celles et ceux qui cimentent le panafricanisme et l'unité des peuples africains. Le chef de l'État a reçu ces jeunes marcheurs qui ont fait Conakry-Bamako, Bamako-Conakry pour porter le message du panafricanisme. À tour de rôle, chacun a porté la voix de son pays. L'Afrique mérite de rentrer, de sortir d'une seule voix. En homme d'État, en panafricain convaincu, le chef de l'État a prodigué des conseils sages à nous jeunes de prendre le destin de nos continents en charge. Et tout en évoquant qu'il peut y avoir des difficultés. Et la difficulté, c'est de tomber, mais il faut pouvoir se relever et retomber, se relever. Le plus important, c'est de pouvoir aller de l'avant et de porter haut le message panafricain. Avec la conviction de la naissance des États-Unis d'Afrique,
Ces soldats défenseurs du continent noir se disent prêts à surmonter tous les obstacles pour la marche vers l'unité africaine. Solidaire, le colonel Mamadi Doumbouya s'engage à contribuer à la réalisation de tout projet pouvant concrétiser les aspirations du peuple qu'il sert. Reportage signé Fatoumata Kourouma. Le bureau de suivi des priorités présidentielles démarre ses activités. Il a lancé ce mercredi les travaux d'un atelier qui va durer 3 jours. C'est le ministre secrétaire général de la présidence de la République qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence de plusieurs cadres du ministère des Infrastructures et des Transports, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Reportage adjudant Aboubakar Kamano. Le bureau de suivi des priorités présidentielles BSPP est une structure placée sous l'autorité directe du président de la transition. Son objectif est d'aider la chaîne administrative à améliorer la performance des départements ministériels. Composé de techniciens rompus à la tâche, le BSPP lance ses activités. Un premier atelier a démarré ce mercredi dans la salle du Conseil des ministres du Petit Palais. Nous sommes un groupe de techniciens qui travaillons avec les ministères, avec la primature, sous la tutelle directe du président, pour identifier les projets qui peuvent être des projets porteurs, donc son héritage, et donc les ministères à améliorer l'exécution de ces projets, pour que l'on puisse avoir non seulement les résultats pour lesquels on a mis les ressources, mais l'impact au niveau des populations guinéennes. C'est de regarder tous les projets, ceux qui sont porteurs, transformateurs, aller en profondeur, les désosser pour pouvoir savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, les recommandations qu'il faut pour qu'ils prennent des décisions pour qu'on puisse améliorer la manière dont on le fait et in fine arriver à compléter ces projets. Ce laboratoire initial va durer 3 jours. Plusieurs partenaires techniques et financiers, dont la Banque africaine de développement BAD, y prennent part. C'est le ministère des Infrastructures et des Transports qui est concerné par cette première étape. Je salue vivement la création du bureau de suivi des priorités présidentielles qui va nous permettre d'assurer un meilleur suivi de l'exécution des projets, des programmes d'investissement public et des financements qui y sont associés. Le BSPP va nous aider également à trouver des mesures correctrices qui vont nous permettre d'améliorer notre propre gouvernance, aussi bien au niveau du ministère qu'au niveau des démembrements du ministère. Et je vous dis encore une fois la disponibilité de notre ministère à vous accompagner dans l'accomplissement de vos missions. C'est le ministre secrétaire général de la présidence de la République qui a présidé les travaux de lancement de cet atelier, aussi appelé revue de portefeuille ministériel. Priorité présidentielle, ça ne veut pas dire que la vision du président, mais c'est un travail qui va avec tous les départements sectoriels. Ça fait objet de communication en conseil interministériel et en conseil des ministres tout récemment pour demander à tous les départements concernés de soutenir le travail du BSPP en rappelant clairement que ce n'est pas une substitution au travail des départements, mais c'est venir plutôt aider à faire en sorte que le travail collectif marche. On se réjouit que l'exercice ce matin-là commence par le ministère des Infrastructures et des Transports qui est en gros ce par quoi on peut identifier demain ou pointer du doigt la gouvernance de demain pour dire bon voilà, il y a eu des routes, il y a eu des ponts, il y a eu ceci, il y a eu cela. Il y a beaucoup de choses qui ont été initiées. C'est l'occasion pour moi de dire merci et félicitations à monsieur le ministre. Et mes encouragements à la coordinatrice pour le travail acharné qu'elle aura à faire dans les jours à venir. Ce travail également du BSPP, il ne peut pas prospérer sans l'aide et l'accompagnement des partenaires. Et en ça, je voudrais ici saluer et remercier la présence parmi nous du représentant et de la BAD et d'autres partenaires. Je voudrais, avant de terminer, vous rassurer de toute ma disponibilité ainsi que celle de l'ensemble du personnel du secrétariat général à vous accompagner pour la réussite de votre mission. Cette action du bureau de suivi des priorités présidentielles s'inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance en vue d'identifier et d'aider les ministères à améliorer l'exécution de leurs projets phares. Les activités de cette structure vont s'étendre à tous les départements ministériels.
Dans l'actualité encore, une initiative du projet Bossège, booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, trouve une oreille attentive auprès des autorités guinéennes. Un cadre de concertation vient d'être créé à cet effet. Il s'agit de trouver des stratégies pour l'implication du secteur privé dans la qualification des diplômes. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Beavogui, qui a présidé la cérémonie. Compte rendu Adi Kamara. Ce cadre de concertation est initié par le projet Bossège. Entendez, booster les compétences pour l'employabilité des jeunes en Guinée. Ce matin, il est question de faire des esquisses permettant de trouver des stratégies d'implication du secteur privé dans la qualification des jeunes diplômés issus de nos institutions d'enseignement supérieur et centres de formation professionnelle. Ce cadre de concertation s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un cadre où les acteurs vont être ensemble pour dialoguer, pour discuter, en tout cas pour améliorer le système éducatif afin que le besoin de marché de l'emploi soit assuré. Les panélistes venus du secteur privé, des institutions de formation professionnelle, des institutions financières et des EPA, établissements publics à caractère administratif, se penchent également sur la détermination des modalités de financement du fonds pour les compétences et l'employabilité des jeunes. Le développement de ce pays dépendra essentiellement de son secteur privé. Nous avons les moyens, tout, mais nous n'avons pas les compétences qu'il faut. Si nous fermons le projet en décembre, ça veut dire que la formation là, tout ce qui a été fait va s'arrêter. J'invite donc le gouvernement à tenir compte de ça et voir comment prendre ce projet. Pour l'amélioration de ce genre de choses, on a besoin que les structures qui sont là soient bien gérées. Mise en place depuis mars 2015 par le gouvernement guinéen et financé par la Banque mondiale, ce projet vient répondre à la problématique de l'adéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi. La structuration des différentes entreprises de formation aujourd'hui qui sont mises en place, en adéquation, en discussion avec les entreprises, vont permettre certainement de pouvoir booster cette dynamique-là et de nous permettre d'aller dans une autre dynamique aujourd'hui. Mais je pense aussi que le gouvernement a une vraie responsabilité et un vrai rôle à jouer dans cette dynamique-là. Vous l'avez dit tout à l'heure, on forme souvent des jeunes, mais malheureusement, ces mêmes jeunes n'arrivent pas à se retrouver dans le monde de l'emploi parce qu'il n'y a pas un accompagnement qui est mis en place. Le projet, en principe, prendra fin au mois de décembre prochain. Mais le gouvernement entend prendre le taureau par les cornes en vue de promouvoir les activités de ce projet dédié à la jeunesse. Nous sommes à un moment où il est temps d'évaluer réellement les résultats de ce projet, parce que le résultat, ce n'est pas seulement former des gens, mais le résultat, c'est que les gens formés, les jeunes formés aient un emploi. Ça, c'est le résultat réel. Les chiffres que nous avons vus tout de suite montrent que de ce côté-là, nous avons encore du travail à faire. Le processus qui est suivi est tout à fait normal. Ce n'est un reproche à personne. Il faut aller par étapes. Les écoles ont été améliorées, ces améliorations continuent, les politiques publiques sont en place, elles évoluent, l'adéquation, besoin en techniciens, en connaissances, en compétences. Donc, l'amélioration de l'adéquation de ces aspects-là avec la formation aussi évolue. Maintenant, nous devons garder l'œil sur l'indicateur nombre de jeunes employés. C'est la priorité aujourd'hui. Nous sommes à quelques mois de la fin programmée du projet. Actuellement, si j'ai bien compris, décembre 2022. J'estime qu'avec la banque, nous pourrons travailler rapidement pour tirer les leçons et relancer ce projet dans une nouvelle phase en réponse à ce que nous avons appris maintenant. Ce genre de projet doit être des projets à long terme. Ce type d'investissement, je vais vous le dire très sincèrement, si nous réussissons déjà dans cette première phase à avoir 50% d'employabilité, nous aurons réussi.
Avec le financement de 47 programmes de formation et de rénovation de 36 infrastructures sur le terrain, la formation de plus de 1000 jeunes en management des projets, le projet Bossège balise déjà les chemins pour les dispositifs d'insertion et la mise en place des projets de développement des compétences et de l'emploi des jeunes. Paix et cohésion sociale. Demain démarre le Forum national interreligieux organisé par le CNT, Conseil national de la transition. Pour en parler, nous recevons pour vous Monseigneur Jacques Boston. Il est conseiller au CNT. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Et le CNT annonce l'organisation d'un forum demain. Est-ce qu'on peut connaître les enjeux de cette rencontre? Je vous remercie pour l'invitation. Je dois commencer à dire que le CNT est dans la logique de l'article 57 de la Charte, dans son chapitre 4, où il est dit que le CNT contribue à la réconciliation nationale. C'est inviter les religieux de Guinée pour venir communier ensemble, les donner des outils pour prôner la paix, la quiétude sociale. Nous savons que nous sommes à une période de transition. Donc il est préférable que nos religieux soient outillés pour pouvoir communiquer cette unité, cette paix, cette joie que chaque Guinéen doit avoir. Et vous savez, tout peut échouer, mais Dieu n'échoue pas et il ne doit même pas échouer. Donc le CNT a jugé nécessaire de rassembler tous les religieux de Guinée, chrétiens et musulmans, de venir ensemble, se parler, donner leur point de vue sur la transition, mais aussi les perspectives, et ensuite avoir des messages pour tous les religieux de Guinée. Nous savons que notre cher pays, la Guinée, est un pays très religieux. En tout cas, nous sommes à 98% de religion dans ce pays. Donc, voici un peu ce que le CNT met dans son calendrier pour que tous ces religieux puissent venir ensemble, de Conakry jusqu'à Yomo. Oui, Monseigneur, certains pays sont annoncés comme le Maroc, le Sénégal et le Mali. Qu'est-ce que ces pays pourraient vous apporter au cours de ce forum? Il faut dire d'abord que ces pays sont nos frères, et ils sont très avancés dans l'organisation des activités interreligieuses. Nous savons que le Mali, le Sénégal, tant d'autres pays sont très avancés dans ce domaine. Donc nous les avons invités pour venir partager leur expérience, mais aussi communier ensemble, dire que nous sommes tous des Africains, nous vivons tous cette transition. Et peut-être aujourd'hui c'est le Mali, c'est le Sénégal. La prochaine organisation, nous pourrons inviter la Côte d'Ivoire, le Burkina, ainsi de suite. Mais il n'y a aucun esprit négatif, mais plutôt communier ensemble et dire que nous appartenons tous de cette même communauté, c'est-à-dire la CEDEAO. Et comme l'initiative vise à promouvoir la cohésion sociale, quel appel avez-vous à lancer? D'abord, c'est que tout religieux doit répondre à cette invitation. Que tu sois religieux, même ceux qui ne sont pas religieux, venez, on va parler de Dieu, on va parler de notre pays, on va communier ensemble. Nous allons donner nos points de vue sur la transition, mais dans le contexte religieux. Dans le contexte religieux, voici ce que nous pouvons demander à tous. Et la Guinée, une fois encore, a besoin de Dieu en ce moment-ci. Et c'est pourquoi ces religieux ne vont pas simplement être outillés en matière de communication, mais aussi ils vont prier ensemble pour ce pays, pour que cette transition puisse se dérouler dans les conditions les plus meilleures. Donc voici un peu ce que nous projetons en tant que membres du CNT, surtout en tant que membres de la commission réconciliation. La Guinée a besoin de Dieu, les religieux vont prier pour la paix et la cohésion sociale. Merci Monseigneur. Après le mécontentement manifesté par certains travailleurs de l'hôpital, donc relatif à la gestion future du dit centre, le syndicat de ce CHU et les responsables du ministère de la Santé se sont rencontrés. Les échanges ont porté sur le contenu de la nouvelle politique de gestion et les préparatifs de l'inauguration de cet hôpital. Reportage Saamara Tolno. Suite au mouvement d'humeur manifesté ce matin par certains travailleurs de l'hôpital d'Onka, le ministre de la Santé et ses cadres rencontrent les responsables et les représentants syndicaux du dit hôpital.
Les échanges ont porté sur la gestion future de ces CHU. Il s'agissait de rassurer le personnel titulaire qui se trouve dans cet hôpital qu'aucun d'entre eux ne perdra son poste et que le transfert vers le nouvel hôpital se fera de façon graduelle en fonction de l'ouverture progressive des différents services. Nous les avons aussi rassurés que la présence du concessionnaire était nécessaire, non seulement pour les patients, mais aussi pour le personnel. Notre objectif étant de faire une distinction entre les fonctions de soignant et les fonctions de gestion d'un hôpital. Le concessionnaire aura à s'occuper des tâches de gestion, des tâches de maintenance, et le personnel médical aura la possibilité de soigner les malades. L'objectif étant de faire en sorte qu'avec le nouveau système de gestion que nous allons mettre en place, que le malade puisse payer dans un seul guichet unique et qu'il n'ait aucune possibilité d'être rançonné par qui que ce soit. Face au ministre, le syndicat exprime les préoccupations du personnel de l'hôpital d'Onka depuis l'annonce de son opérationnalisation effective par les autorités. Moi, j'étais porteur d'un message du personnel qui voulait dire au ministre de la Santé nos concessions, qui n'était pas d'avis pour la concession. Et c'est le message que j'ai transmis. Mais en retour, lui aussi m'a donné un autre message pour aller dire au personnel qu'il est prêt à venir les rencontrer et les expliquer que personne ne va perdre son boulot et que ce n'était contre personne et que c'était pour l'avantage de tout le personnel. Au terme des travaux de rénovation lancés il y a de cela 7 ans, l'hôpital d'Onka fait partie aujourd'hui des structures hospitalières de référence de la sous-région ouest-africaine. Environnement, l'association Mines sans pauvreté compte reboiser cette année plus de 428 hectares dans les régions de Boké et Nzérékoré. Une mission vient de sillonner les localités concernées pour échanger avec les autorités administratives et élus locaux sur l'importance de la protection du couvert végétal. Le point avec Lancé Kamisoko. Restaurer 375 000 hectares de forêt, soit 55% des surfaces dégradées, c'est l'ambition de la Guinée selon la note déclarative d'engagement pour atteindre les objectifs de neutralité de dégradation des terres d'ici 2030. Pour matérialiser cet engagement, l'association Mines sans pauvreté va reboiser plus de 428 hectares dans les régions de Boké et Nzérékoré. Fortement menacés par l'action anthropique, 178 hectares de terres dégradées seront restaurés dans la forêt Ziama. Le projet de restauration et de conservation des écosystèmes de Ziama vise à accroître la conscience du public sur la dégradation continue autour du Ziama et assurer la conservation durable de la biodiversité et les moyens de subsistance des communautés. Il vise à appuyer les efforts du gouvernement dans la conservation, la gestion et restauration des écosystèmes forestiers, souvent menacés par de nombreuses pratiques anthropiques, en relation avec l'essor démographique. Zone minière par excellence, la région côtière bénéficie d'un projet de reboisement de 250 hectares de forêt de mangrove dans les préfectures de Boké et Bofa. Pour la réussite de l'événement, les autorités locales s'engagent à accompagner l'initiative. Et qui parle de mines parle de la dégradation de l'environnement. C'est pourquoi il est très important pour nous, les acteurs, de penser à corriger cela, à préserver l'environnement pour nos enfants qui doivent venir. Pour une durée de 3 ans, ce projet contient également un volet de création d'activités génératrices de revenus en faveur des communautés riveraines des aires protégées.
En plus bref, veillée d'armes ce soir à Niagasola dans Sigiri, où le nouveau gardien du Sosobala, le 27e de son histoire, sera intronisé ce jeudi. Déjà, le royaume du Balafon a fait sa toilette pour accueillir les étrangers. De fortes délégations gouvernementales venues de la Guinée et du Mali y sont annoncées. C'est une dépêche de notre envoyé spécial à Niagasola, Abdul Karim Kamara. Ainsi prend fin ce journal. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette